Les partis politiques les plus représentatifs et éligibles au financement de l'État ont reçu ce lundi 8 août les chèques de subventions publiques. C'était en présence du président du Conseil électoral et du directeur des élections. Le point de la séance est à suivre. Et vous suivrez également dans cette édition les conséquences liées à l'excès de consommation de l'alcool et comment les traiter. Et puis en interactualité, ce mardi 9 août est un jour important pour le Kenya. Plus de 22 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour désigner un successeur à Uhuru Kenyatta à la tête du pays depuis 2013. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme se dote désormais d'une chambre des infractions à raison du sexe des personnes. Cela fait suite à une modification de la loi instituant la CRIET qui s'occupait uniquement des dossiers de corruption et du terrorisme. Quel est alors le rôle de cette chambre et son lien avec l'Institut national de la femme du Bénin? La réponse dans cet élément de Romar Guidossa et Jean Lobo. À la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, une femme vient d'être nommée au poste de présidente de la Chambre de répression des infractions à raison du sexe. La nouvelle est tombée à l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi 3 août 2022. Elle a pour nom Cédrina Donon. Cette nouvelle chambre au sein de la CRIET a ainsi sa première autorité. La CRIET, déjà, le procureur spécial, faisait déjà de gros efforts pour que les affaires, les infractions commises à raison du sexe soient assez rapidement instruites, que l'on sache ce qui relève du délit, ce qui relève du crime, etc. Mais là, maintenant, avec l'installation de la présidente, il va y avoir encore plus d'organisation, encore plus de célérité. La spécificité, justement, c'est de juger les cas de viol sur mineurs de moins de 13 ans, atteinte sexuelle sur mineurs de moins de 13 ans, mariage précoce, mariage forcé, harcèlement sexuel des enseignants sur des apprenants. Voilà les infractions dont cette chambre sera saisie. Et également des cas d'infractions commises à raison du sexe qui impliquent comme auteur des mineurs. Donc un garçon qui n'a pas 18 ans, qui viole une fille de moins de 13 ans, son dossier ira devant cette chambre. Mais si un garçon mineur de plus de 13 ans viole une fille mineure de plus de 13 ans, ça va retourner devant les juridictions ordinaires. Donc il faut bien garder à l'esprit que c'est des infractions spécifiques qui sont jugées devant la CRIET. Selon la secrétaire exécutive de l'Institut national de la femme, l'INF jouera auprès de la Chambre de répression des infractions à raison du sexe le rôle de défenseur des victimes. L'Institut peut donc se constituer partie civile aux côtés de ces derniers. Au niveau de la Chambre, si la présidente est saisie d'un dossier, par exemple, dont elle estime que cette victime a besoin d'être soutenue par l'Institut, il lui faut de l'aide psychosociale, il lui faut, etc., ou c'est une victime, si on ne paye pas les frais de son transport, c'est peut-être une victime qui est à Niki. Une mineure qui a été violée, une mineure de 10 ans qui a été violée à Niki. Le dossier doit venir à la CRIET. Donc l'Institut national de la femme va payer les frais de transport de la victime. Comme c'est une mineure, elle sera accompagnée. L'Institut va payer ça, l'Institut va lui assurer sa restauration pendant son séjour. Généralement, la personne vient la veille, puis à l'audience, le temps que l'audience finisse, peut peut-être pas retourner à Niki. Donc, il faut que la personne reste quelque part et ensuite, il faut qu'on paye son retour. L'Institut national de la femme va faire ça. C'est ça qui va permettre qu'il n'y ait pas, l'argent pour se déplacer ne constitue pas une barrière pour empêcher la victime de Niki de bénéficier des services de l'Institut ainsi que de la justice de la CRIET par rapport à quelqu'un qui a été violé à Cotonou. Vous comprenez donc que l'Institut va entretenir des liens très étroits avec cette chambre-là et avec sa présidente. À noter que la loi sur les infractions à raison du sexe réprime à la fois les infractions commises sur l'homme et sur la femme. Et je l'annonçais en titre, la Commission électorale nationale autonome Sénat a remis ce lundi 8 août à Cotonou les chèques de subventions politiques aux partis politiques les plus représentatifs et éligibles
au financement de l'État. Les chèques ont été reçus par les représentants des partis. La séance a connu la présence du président du Conseil électoral et du directeur des élections, Romaric Doussa, pour le point. Comme depuis 2 ans, ce sont 3 partis politiques représentés dans les conseils communaux et au Parlement qui reçoivent la subvention publique prévue par les TES. Au titre du premier semestre de l'année 2022, les partis Foscori, Point Béné émergent, Union progressiste et le Bloc républicain reçoivent ce lundi 8 août 2022 leur chèque de financement public. C'est donc sur la base de la clé de répartition que vous connaissez déjà, c'est-à-dire 60% au prorata de l'effectif des élus communaux et 40% au prorata du nombre des députés obtenus, que les chèques ont été rétablis à l'ordre des différentes formations politiques éligibles. La somme de 1,5 milliard de francs CFA, représentant la moitié de la subvention pour l'année 2022, a été ainsi répartie. Elle couvre par conséquent les 2 premiers trimestres de l'année 2022. Selon la loi sur le financement public des partis politiques, ce geste de l'État concourt entre autres à la promotion du programme des partis politiques, à la participation aux consultations électorales et à l'éducation civique et politique des membres du parti et des citoyens. Depuis quelque temps, les partis politiques que nous sommes, les partis politiques qui sont qualifiés, touchent leur part de financement public. Une fois encore, merci à vous. Nous en profitons pour saluer le gouvernement, pour saluer le président de la Sénat et pour leur sens du patriotisme en respectant les lois de la République. C'est une très bonne avancée pour la démocratie chez nous. Le BR ainsi que les autres partis d'ailleurs se félicitent de cet engagement honoré par le chef de l'État et son gouvernement. Rappelons que ces 3 formations politiques, que sont le BR, l'UP et la FCBE, sont tenues de produire à la Cour des comptes leurs états financiers au plus tard le 30 avril de chaque année, sous peine de perdre d'office le bénéfice du financement de l'année en cours. Comme précédemment à Cotonou, Wilfried Léon Roumbédi s'est prié ce lundi 8 août à Parakou à l'exercice consistant à apporter des clarifications aux diverses préoccupations des journalistes, lesquelles préoccupations portent sur l'actualité nationale. C'est à travers une conférence de presse tenue dans les locaux de l'antenne régionale de l'ORTB Parakou. Kenneth Eganwi pour le reportage. Face à la presse à Parakou ce lundi matin, Wilfried Roumbédi est revenu sur des sujets qu'il avait déjà abordés dans le même exercice à Cotonou vendredi dernier, notamment la visite du président français Emmanuel Macron au Bénin et les nouveaux monuments inaugurés à Cotonou. Le porte-parole du gouvernement a aussi parlé de développement de l'agriculture. Nous travaillons sur les années à venir à densifier notre agriculture aussi bien en matière vivrière en matière de produits d'exportation. Les différentes actions du gouvernement dans le secteur éducatif sont aussi évoquées. Rien que dans l'enseignement primaire, par exemple, on aura à déployer un peu plus de 4400 nouveaux aspirants au métier d'enseignant. J'ai envie d'insister sur le fonctionnement régulier des cantines scolaires, lesquelles cantines ouvrent dès le premier jour de la rentrée. Et pour atteindre les 100%, le programme nécessite la bagatelle de 154 milliards de francs CFA sur le quinquennat. L'asphaltage et le programme d'action du gouvernement non plus ne sont pas oubliés par Wilfried Roumbédi. En plus de la section Bérouboué-Malanville qui est en cours d'exécution, on va joindre à ça très bientôt Parakou-Bérouboué pour reprendre totalement l'axe Parakou-Malanville. Il va y avoir beaucoup d'industries. Si on avait entrepris entre 2016 et 2021 de faire seulement Cotonou ou Porto Novo, c'est sûr qu'on a fait une ville moderne. Mais Parakou n'aurait pas eu 10 km d'asphaltage. Dans la phase 2, on intègre Kandi, on intègre Djougou, parce qu'on veut que le développement profite à tout le monde. Le gouvernement entend multiplier ses efforts dans bien d'autres secteurs pour que le développement profite à tout le monde, rassure le porte-parole du gouvernement.
La direction départementale de la santé du Borgou change de patron. Après 32 mois de gestion, Ibrahim Massissé passe le témoin à Virgile Humpé. Le cérémonial consacré à cette prise de charge s'est déroulé au CHUD Borgou à Libori. Reportage. Une poignée de main pour saluer les prouesses sanitaires, administratives et sociales du directeur sortant. Je viens par la présente vous remercier tous, c'est une grâce. Mais nous n'avons pas la prétention d'avoir tout fait. En ce jour de passage de témoin, je ne puis rendre grâce qu'à Dieu qui m'a donné la force et l'énergie nécessaires. Je remercie le ministre de la Santé, le professeur Benjamin Humpati, qui m'a fait confiance en me proposant à ce poste. Je remercie le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, qui a accepté cette proposition. Maintenir le cap pour encore plus de performances, le directeur entrant prend l'engagement. Nous allons œuvrer afin que chaque acteur fasse son travail de manière réactive, juste, efficace et redevable dans la discipline et le respect de l'autorité. Votre arrivée à la tête du département du Borgou a opéré des changements qualitatifs. C'est le moment de vous remercier pour les loyaux services rendus à toute la nation entière. Quant au directeur départemental de la santé entrant, votre nomination à la tête de cette direction n'est que la consécration de vos différentes performances issues des différentes évaluations des médecins coordonnateurs des zones sanitaires. Ce changement a été acté par le Conseil des ministres du 3 août dernier. L'abus de la consommation de l'alcool est un acte de plus en plus observé un peu partout dans le monde. Elle engendre une maladie appelée l'alcoolisme, une maladie qui ronge et détruit la vie de ceux qui en souffrent. Quelles sont alors les conséquences liées à la consommation abusive de l'alcool et comment les traiter? La réponse dans ce reportage. L'alcool, parfois désigné par le nom chimique éthanol, est une drogue psychoactive qui est l'ingrédient actif dans les boissons telles que la bière, le vin et les spiritueux distillés comme les liqueurs, les whisky et autres. La consommation excessive de l'alcool représente un véritable danger pour la santé. Les conséquences sont énormes. On peut avoir des troubles au niveau cardiovasculaire. L'excès d'alcool peut entraîner même des accidents cardiovasculaires. Nous pouvons avoir des AVC, comme on dit plus communément. C'est ce que ça peut entraîner sur le système vasculaire. Ça fait monter la pression artérielle. Quand on dit la tension est montée, plus souvent dans notre jargon, c'est que l'alcool peut entraîner cette accélération du rythme cardiaque et faire monter la tension, aller jusqu'à un AVC. Ça, c'est les conséquences que nous pouvons avoir sur le système cardiovasculaire. Sur le système digestif, l'excès d'alcool nuit au foie. Ça peut entraîner une cirrhose du foie. La cirrhose du foie, la stéatose hépatique. Et cette cirrhose du foie, ça se manifeste par des signes où nous avons des nausées, le manque d'appétit, un amaigrissement, des vomissements. Ça veut dire que le foie prend du volume et il commence à être malade, comme on dit. Et c'est ça la cirrhose du foie. Au niveau psychique, les troubles nerveux. Vous savez que quand nous voyons les alcooliques dans la rue, ils sont nerveux, ils sont agressifs. Ça peut entraîner une agressivité, ça peut entraîner la nervosité, ça peut entraîner des troubles de comportement et ça peut aller parfois l'excès d'alcool jusqu'au coma. Ça peut entraîner le coma chez certaines maladies. Au niveau respiratoire, l'alcool entraîne aussi des troubles respiratoires parce que comme on l'a dit, ça peut accélérer le rythme respiratoire et les gens qui ne supportent pas peuvent faire des troubles respiratoires pouvant conduire jusqu'à la mort. Oui. L'excès d'alcool peut conduire jusqu'à la mort. Normalement, lors d'un repas, on peut prendre un verre d'alcool ou un verre de vin. Ce n'est pas méchant pour la santé. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui ne consomme pas d'alcool, ce n'est pas du tout un problème. La meilleure boisson, c'est de l'eau. Une fois plongé dans l'alcoolisme, il est bel et bien possible de s'en sortir.
l'alcoolisme peut se traiter. On ne pourra pas parler de l'alcoolisme sans parler du traitement. L'alcoolisme peut se traiter par des cures de désintoxication, comme on dit. Il y a des centres, c'est vrai que chez nous, nous n'avons pas assez de centres, mais ailleurs, dans les pays occidentaux, nous avons des centres de désintoxication et qui passent par comment dirais-je, le vécu du patient, de la personne. On discute avec des psychologues, parfois avec des psychiatres, pour aider cette personne à sortir de cette addiction-là. Et on a des produits qu'on peut leur prescrire, des sédatifs appropriés pour les aider et les accompagner. Mais il faut dire, comme je l'ai dit, c'est un mal qui ronge la société et dont il est très difficile de s'en sortir. Donc, il faut éviter de commencer pour ne pas avoir des difficultés à s'en sortir. Consommer de l'alcool, oui, mais avec modération. Quelquefois, au cours des cérémonies ou une fois en passant à la maison, il faut surtout éviter sa consommation répétitive. Et ce journal se poursuit avec les informations au plan international. On démarre avec l'Afrique du Sud. La tension ne retombe pas. Plus d'une semaine après les viols collectifs de 8 femmes dans une ville minière près de la capitale économique. Selon la population, les coupables seraient des étrangers qui travaillaient dans des mines clandestines. Plusieurs personnes accusées d'être impliquées dans cette affaire ont déjà été présentées à la justice. Armés de machettes, de clubs de golf et parfois même de marteaux, cette foule d'habitants en colère met le feu à cette maison située dans un township près de Johannesburg et censée appartenir à un mineur clandestin. La tension ne retombe pas plus d'une semaine après le viol collectif de 8 femmes dans une ville minière près de la capitale économique. Et les coupables, selon la population, seraient des étrangers qui travaillent dans des mines clandestines. Des dizaines d'hommes accusés d'être impliqués dans cette affaire ont déjà été présentés à la justice. Malgré cela, la population continue d'exprimer son ras-le-bol face à une police jugée trop molle. Après l'agression sexuelle, des milliers de manifestants sud-africains ont pourchassé des mineurs clandestins et incendié des maisons. À Johannesburg, des gangs armés se battent pour le contrôle des mines abandonnées afin d'exploiter ce qu'il reste d'or. Des migrants venus principalement du Lesotho, du Zimbabwe et du Mozambique. Leur présence suscite la peur et un ressentiment croissant parmi une partie des Sud-Africains. Au Kenya, la jeunesse se désintéresse du scrutin présidentiel. Ils sont 5% de moins qu'en 2017 à s'être inscrits sur les listes électorales cette année, contrairement au nombre qui a augmenté. Au Kenya, le positionnement des jeunes électeurs est une des inconnues du scrutin présidentiel. Le 9 août, 22 millions d'électeurs sont appelés aux urnes, dont un peu plus de 40% de jeunes selon la commission électorale. Beaucoup parmi eux se détournent d'un jeu politique qu'ils jugent miné par la corruption. Ils sont 5% de moins qu'en 2017 à s'être inscrits sur les listes électorales cette année, contrairement aux plus de 35 ans dont le nombre a augmenté. Nous voulons que le meilleur candidat gagne la présidence et aussi que partout, la situation reste calme. J'espère que chaque personne viendra voter demain pour le candidat qu'il juge être le meilleur. Et nous prions pour qu'il n'y ait pas de chaos par la suite. La jeune génération, réputée moins encline à voter sur la base d'appartenance tribale, pourrait apaiser les tensions politico-ethniques qui secouent souvent le Kenya en période électorale, veulent croire les analystes. Ici à Eldoret, j'ai vu que les résidents ont atteint la maturité en politique. Lors des élections précédentes, il arrivait que certains incitent les gens à se battre les uns contre les autres pour obtenir des avantages politiques. Mais cette fois-ci, les gens sont devenus politiquement matures. Malgré les efforts de la commission électorale pour mobiliser la jeunesse, notamment par le biais des réseaux sociaux, le désintérêt pour la politique domine. Dans un contexte de corruption, d'inflation et de chômage, le scrutin suscite peu d'espoir. 5 millions de jeunes sont sans emploi au Kenya, selon les chiffres officiels publiés en 2020.
Toujours au Kenya, ce mardi 9 août est un jour important pour le pays. Les Kenyans ont commencé à affluer dans les bureaux de vote pour élire un nouveau président, mais aussi des députés et élus locaux lors du scrutin à fort enjeu pour la locomotive économique d'Afrique d'Est frappée par une flambée de coûts de la vie. Les 22,1 millions d'électeurs doivent voter 6 fois pour déterminer l'avenir politique de ce pays. C'est un jour important pour le Kenya. Ce mardi, plus de 22 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour désigner un successeur à Uhuru Kenyatta. Les bureaux de vote ont ouvert tôt à 6 h heure locale et fermeront vers 17 h. 4 candidats sont en lice, mais c'est surtout entre Raila Odinga, candidat pour la 5e fois et soutenu par Uhuru Kenyatta, et le vice-président William Ruto que le combat semble se jouer. Le pays, aux 56 millions d'habitants, attend beaucoup de ce scrutin dans un contexte de crise économique et sociale. Le manque d'emploi est au centre de ces élections, notamment pour la jeunesse qui représente plus des 3/4 de la population du pays et dont le chômage a doublé ces 5 dernières années. Outre l'élection présidentielle, les électeurs doivent élire leurs députés, sénateurs, gouverneurs de comté et membres des assemblées de comté. En tout, 6 bulletins doivent être apposés dans l'urne. La commission électorale kenyane est sous pression pour garantir des élections sans irrégularité ni violence meurtrière dans un pays marqué par une crise post-électorale en 2007-2008 où plus de 1000 personnes avaient perdu la vie. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a entamé dimanche une tournée africaine par l'Afrique du Sud pour tenter de rapprocher la diplomatie dans ce pays du camp occidental. Une tournée pour renouer avec le continent afin de définitivement tourner la page Trump et de contrebalancer l'influence de la Russie et de la Chine. Le chef de la diplomatie américaine est de retour sur le continent. Pour sa seconde tournée africaine, Antony Blinken a commencé par l'Afrique du Sud, pays qui depuis le début du conflit en Ukraine a adopté une position neutre et refusé de condamner la Russie. La visite du secrétaire d'État américain vise notamment à rapprocher l'Afrique du Sud du camp occidental. Le mouvement actuel, qui a suscité une incertitude et une peur généralisée, exige de nous tous, en tant que dirigeants, que nous nous réunissions et que nous tracions une voie à suivre qui donnera espoir et inspiration à nos peuples respectifs. Nous devons veiller à ce que les engagements que nous prenons aux Nations Unies, au G7 et au G20, notamment en ce qui concerne l'insécurité alimentaire, la santé mondiale, la paix et la sécurité, la transition énergétique durable et juste, ainsi que la sécurité humaine, soient réellement pris en compte. Antony Blinken a tenu à rappeler l'importance du positionnement de l'Afrique du Sud. Ce que l'Afrique du Sud dit, ce que l'Afrique du Sud fait, a de puissantes répercussions mondiales. Et cela fait de ce dialogue stratégique un forum vital qui marque un engagement sérieux de nos deux gouvernements dans cette relation bilatérale et dans le travail que nous faisons ensemble, non seulement entre nous, mais aussi au niveau régional et mondial. Ce déplacement, qui le mènera ensuite en RDC et au Rwanda, vise notamment à contrecarrer l'influence russe sur le continent africain. Les États membres de l'Union européenne sont convenus de réduire leur demande de gaz de 15% par rapport à leur consommation moyenne au cours des 5 dernières années entre le 1er août 2022 et le 31 mars 2023 en ayant recours aux mesures de leur choix. Objectif du plan adopté il y a 2 semaines et qui est en vigueur ce mardi, préparer l'Union à un éventuel arrêt des approvisionnements russes. Les 27 membres de l'Union européenne sont dans les starting blocks dans une course visant à réduire de 15% leur consommation de gaz naturel d'ici au 31 mars de l'année prochaine. Objectif du plan adopté il y a 2 semaines et qui entre en vigueur ce mardi sur la base du volontariat, préparer l'Union à un éventuel arrêt des approvisionnements russes. Car comme la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, l'a rappelé il y a quelques jours, l'Europe doit se préparer à la pire des situations.
Ces derniers mois, Moscou a en effet considérablement réduit ses livraisons de gaz aux pays de l'UE, dans ce qui est considéré par Bruxelles comme une mesure de rétorsion. Après l'invasion de l'Ukraine, la Russie s'est vue infliger de nombreuses sanctions, dont l'arrêt des achats de charbon et de pétrole par les Européens. Mais la question du gaz est plus sensible. Certains pays, comme la Hongrie, sont fortement dépendants des importations de gaz russe et ont demandé à être exemptés des nouvelles mesures qui peuvent devenir obligatoires en cas de risque de pénurie. L'Allemagne, qui représente à elle seule environ 40% du gaz russe importé par l'UE, envisage de son côté de prolonger l'exploitation des centrales nucléaires encore en activité dans le pays. En Amérique, l'ancien président américain Donald Trump a annoncé lundi 8 août 2022 que sa célèbre résidence de Floride, Mar-a-Lago, avait été perquisitionnée par la police fédérale FBI. Le républicain, lié de près ou de loin à plusieurs dossiers judiciaires, n'en a pas précisé la raison. Mais selon les médias américains, l'intervention relève d'une enquête sur la mauvaise gestion des documents classifiés qui avaient été envoyés. La résidence de Donald Trump en Floride a été perquisitionnée par le FBI ce lundi. L'ancien président américain dénonce une persécution politique. Le républicain, lié à plusieurs dossiers judiciaires, n'a pas précisé la raison de la perquisition. Mais selon des médias américains, l'intervention relève d'une enquête sur la mauvaise gestion de documents classifiés. En février, les archives nationales avaient déclaré avoir dû récupérer en Floride 15 cartons de documents que Donald Trump avait emportés avec lui lors de son départ de Washington en janvier 2021. Certains de ces documents seraient marqués secret défense. Les archives nationales assurent que le républicain n'avait en aucun cas le droit de partir avec ces cartons. En vertu d'une loi de 1978, tout président américain doit transmettre l'ensemble de ses lettres et autres documents de travail à cette agence chargée de les conserver. Ainsi donc prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et n'oubliez pas, retrouvez-nous également sur tous nos canaux digitaux, Facebook et YouTube. Bonne soirée à vous et portez-vous bien.